J'ai bien envie de regarder des vidéos de Combo, un gars que je suis un peu sur YouTube, qui fait des vidéos autour du jeu vidéo et des limites du jeu vidéo. Donc ça peut être des tricheurs, des braquages, des fois du speedrun, euh, de l'histoire autour des jeux vidéo. Et je me dis, je vais mater ça pendant que je mange. Ça peut être sympa. En tant que petit react. Voyons, voyons. Hop. Voilà. Et là, il y en a un qui m'intéresse. C'est cyberbraquage. Choisir une carrière dans la criminalité, c'est... Ok. Je sais pas si le son est bon. Ok. Je pense que ça devrait être bon. Euh, hop. Voyons, voyons. Thank you. Et merci Serge. Merci pour ton 19e mois. J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Quoi de beau? Hop. On va réduire ça. On va réduire ça. On va réduire ça. Hop. Je pense qu'on va mettre ça comme ça. Très bien. Ouais. Ok. Ok. On a presque un truc joli. Très bien. Bon. Visionnage gênant. Non mais si c'est gênant, regardez pas. Hein. Voilà. Hein. Je vais mal le prendre moi après. Hein. Je vais pleurer. Hein. Si tu me dites que c'est gênant à chaque fois. J'aurais été streamé. Hein. Voilà. Hein. Quels sont les stats de cet emote? Les stats d'Oursabière cringe. Ah attends. Je regarderai ça tout à l'heure. Faut faire une petite balade. Je vais regarder ça tout à l'heure. J'ai envie de manger là parce qu'après ça refroidit mon truc. Donc on va regarder le plus grand braquage, le plus grand cyber braquage du jeu vidéo. Une vidéo de chez Combo. Et j'adore ce qu'il fait. Il parle beaucoup de choses autour du jeu vidéo, autour de plein d'histoires qui ont été plus ou moins retentissantes. Et c'est toujours intéressant de mater ce qu'il fait. Voyons un petit peu. Choisir une carrière dans la criminalité, c'est rarement une bonne idée. Que vous soyez plutôt du genre à multiplier les petits délits, chacun vous exposant au risque croissant de vous faire prendre, ou plutôt du style à planifier pendant des mois, peut-être même des années, et vider un coffre-fort avant de disparaître à tout jamais, ça reste rarement une bonne idée. Mais je crois qu'à choisir, Qui j'opterai est pour la criminel seconde par option. ici? Je miserai tout sur la stratégie du coffre-fort, parce qu'en vérité, un coffre-fort, c'est juste un casse-tête mécanique qui finit forcément par céder face au bon savoir-faire et aux bons outils. La vraie difficulté, elle est jamais dans les serrures et les combinaisons. La vraie difficulté, elle se trouve premièrement dans les personnes qui gardent ce coffre et deuxièmement dans celles qui vous traqueront pour récupérer son contenu. Au final, c'est toujours une très mauvaise idée. Mais j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous en face d'un coffre-fort très particulier, avec à l'intérieur de quoi vous rendre riche pour des générations entières, mais un coffre qui n'est gardé par personne et pour lequel vous ne risquez aucune sanction? Quel genre de criminel seriez-vous si rien ne pouvait vous arrêter? Ah d'accord. Ok, ça va parler des caisses. Ça va parler des caisses de loot qu'on peut acheter sur les sites du style Steam. Ces caisses dans lesquelles on va pouvoir obtenir des skins avec des variations, avec des qualités différentes, ce qui fait que certains skins peuvent gagner des sommes phénoménales. Enfin, pas gagner, mais plutôt, comment dire, des skins vont être vendus à des sommes phénoménales. Et c'est vrai que c'est une particularité de Steam, la plateforme sur laquelle on récupère la majorité de nos jeux, c'est qu'elle propose des systèmes un peu spéculatifs pour des jeux. Et on peut se retrouver avec des armes, enfin des skins d'armes qui coûtent des milliers d'euros, des centaines, des milliers d'euros, des choses assez insane, qui sont parfois vendues et achetées. Donc il y a tout un marché parallèle qui se fait. Et je pense que c'est ça un peu le cyberbraquage. Au final, quelques
quelques informations numériques et quelques jolis petits visuels font des centaines de milliers d'euros. Un peu du braquage. Ça va être sympa. Thank you. Et merci. Bonjour. C'est Merci, qui parallèle? Kappa. Un business parallèle. Ah, c'est un quelque chose, le business parallèle. Salut Pachou, j'espère que tu vas bien. Bah en fait, aujourd'hui, on a CSGO, qui est un jeu qui est devenu gratuit. Mais derrière, t'as tellement d'achats d'armes, de skins, de personnages, de skins de tout et n'importe quoi, qu'il y a de l'argent qui se génère autour. Et bien sûr, il y a des achats et des reventes, il y a eu des problèmes. Ça s'est fait attaquer aussi par les réglementations sur les jeux d'argent en Europe. C'est pour ça qu'on n'a plus le même système pour ouvrir les caisses d'armes qu'on avait avant. C'est tout un sujet intéressant à aborder, je trouve. Bah moi ça va. Actuellement je suis en train de manger. Et bah, je mange un petit peu le temps que... Et merci d'ailleurs pour le train de la hype. Merci d'avoir lancé ce train de la hype. Dernier train de la hype de septembre, je pense. Je suis en train de manger là entre deux sessions gaming et je me suis dit que j'allais me faire un petit react sur une vidéo de combo. Type que je suis et que j'apprécie pas mal. Donc ça va, globalement ça va. Un samedi bien chargé. Donc là aujourd'hui c'est repos, à fond. J'espère que ton 24 heures s'est bien terminé d'ailleurs. Accordez-moi une petite minute pour vous parler du sponsor de la vidéo, les frérots de chez... Top, c'est pas mes frérots. Ok, allez. C'est d'une autre entreprise, énormément à Oli de soutenir la chaîne, et cela étant dit, c'est d'une autre entreprise dont je veux vous parler aujourd'hui, et cette entreprise s'appelle Valve. Valve, c'est une entreprise fascinante. Pas parce qu'elle ne fabrique presque que des classiques, mais plutôt parce qu'elle ne fabrique presque que des classiques, alors qu'elle n'a en réalité pas besoin de fabriquer. Elle ne fait plus rien cette boîte. Après tout, pourquoi se casser le crâne à vouloir révolutionner l'industrie du jeu vidéo à chaque sortie alors qu'on possède déjà la plateforme sur laquelle, dans tous les cas, ces jeux finiront par être vendus? Steam, c'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année, des millions de transactions quotidiennes, et oui, Steam c'est terriblement rentable parce que plus de la moitié du marché du jeu vidéo transite par Steam, mais c'est aussi terriblement rentable grâce à une autre de ses fonctionnalités, la Steam Marketplace. Aujourd'hui, on parle assez peu souvent de jeux vidéo sans parler aussi de cosmétiques, des microtransactions, pas toujours micro d'ailleurs, qui permettent de se différencier des autres joueurs, c'est aussi inutile qu'irrésistible. Et ça Valve l'a très vite compris. En 2012, Team Fortress va servir de sujet test, et dès qu'ils ont eu la confirmation que, ouais, c'est complètement un moyen d'imprimer de l'argent de façon infinie, ils vont assez vite vouloir implémenter ça sur leur jeu vidéo phare, le jeu vidéo numéro 1 de la plateforme Steam, Counter-Strike. Sur Counter-Strike, en jouant naturellement, vous avez une chance d'obtenir soit un cosmétique, soit une caisse de cosmétiques. Et là, ça devient intéressant, parce que j'en ai eu plein, mais ça veut pas dire que j'ai gagné quelque chose. Tout le monde est sponsor Oli. Ouais, ça fait partie des sponsors faciles. Tu prends Raid Shadow Legends, maintenant moins. Oli, HelloFresh, Air Up, c'était les sponsors faciles. Les sponsors qui ramenaient pas mal d'argent, qui étaient assez propres dans le contenu proposé. Et ça faisait des sponsors faciles. Ça fait des sponsors faciles. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà acheté des loot box, des caisses, des choses comme ça sur Steam? Est-ce que certains d'entre vous ont participé à ça? Moi je sais que pour ma part j'ai acheté quelques caisses. J'ai joué un peu à la loterie. Mais j'ai jamais rien gagné. Nope. Ouais. Après tout le monde le fait pas, je pense que c'est valable pour certains jeux. C'est souvent sur des jeux de multijoueurs. C'est toujours des jeux où tu es avec d'autres personnes, donc t'as besoin de montrer un peu aux autres, de te différencier des autres. c'est là que ça intervient, ce genre de jeu. Ce genre de caisse, pardon. Et ce qui se trouve à l'intérieur peut avoir beaucoup de valeur, ou très peu.
Mais dans un cas comme dans l'autre, le cosmétique finira toujours au même endroit, dans votre inventaire. Et de là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez l'utiliser, le garder et le chérir, ou bien l'échanger potentiellement contre de l'argent, et potentiellement contre beaucoup d'argent. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour des... Et c'est là le marché parallèle. C'est que si par hasard tu tombes sur des belles armes, des beaux skins, et bah tu peux revendre, tu peux te faire du fric. Et ça peut être génial. Tout le monde, j'ai fait ma douche hebdomadaire de gamer. Ouais. Rosé Linux. Tiens, d'ailleurs, je vais passer en discussion le temps que je mange. Parce que Hell Tail, non, Hell Tail... Ouais, Hell Tail, j'y retournerai tout à l'heure. Hop là. J'y retournerai tout à l'heure. Là, pour l'instant, je mange. On se regarde une petite vidéo de combo sur les marchés parallèles de Steam. Terminer la valeur d'un cosmétique, son état d'usure, oui, sa rareté bien sûr, mais surtout sa popularité. Est-ce que vous savez pourquoi cette carte vaut des milliers d'euros et celle-ci seulement quelques dizaines? Pourtant, ces deux cartes, c'est vrai que c'est comparable à l'ouverture de TCG. Hein. Set. En ouvrant un booster, vous avez très précisément autant de chances de tomber sur l'une que sur l'autre. Alors, pourquoi cet écart de prix? Et bah parce que d'un côté on a le Vénard et tout le monde s'en fout de le Vénard, alors que de l'autre côté on a Dracofeu. Sur Counter-Strike c'est exactement le même principe. Là où le PP Bison généralement tout le monde s'en fout, le doux bruit de la WAP par contre c'est une autre histoire. Ouais, bon. Et voici comment on crée. Le clip, c'est pas le meilleur, hein, clairement. Mais il aurait dû prendre des vrais clips qui traînent sur internet. Hein. Un marché de cosmétiques fictifs échangé pour de l'argent, lui, bien réel. Il y a quelques années, on aurait vu ça comme quelque chose d'absurde, mais aujourd'hui, on voit ça comme ce que c'est réellement. À savoir l'économie la plus légitime et la plus lucrative jamais vue dans un jeu vidéo. Le cosmétique sur Counter-Strike, c'est un marché complet, avec ses acheteurs, ses vendeurs, ses spéculateurs et bien... C'est de la spéculation. C'est collectionneur. Alors ça, par contre, les collectionneurs, j'ai du mal à m'y faire. Moi, perso, j'ai du mal à m'y faire. Vendre des items sur Steam, c'est ça le sujet. Perso, je vends toutes mes items que je gagne via des jeux. J'ai jamais eu beaucoup de sous, mais bon, 2 € à déduire sur les prochains achats, c'est toujours un bon à prendre. Ouais, toi, t'es plutôt revendeur. Pour ma part, c'est pareil. Et globalement, j'ai... En fait, il y a beaucoup de jeux qui te permettent d'en gagner assez facilement, de ces choses-là, et certaines peuvent se revendre. Donc moi, ça m'a permis de faire pas mal de ventes sur certains jeux, et j'ai même été un peu spéculateur sur une période, sur un jeu de merde, mais j'avais l'occasion d'acheter des caisses entières, j'ai facilement droppé ce que je voulais avec, et après, je me suis amusé à revendre les choses. Et je me suis fait un gain d'argent, un petit gain d'argent, mais j'ai commencé un peu à spéculer. Mais c'est vraiment pas du tout un truc fiable, et si t'as gagné de l'argent dans sa vie, il y a des manières plus faciles de le faire, plus faciles, et plus stables. Globalement, je l'ai pas trop fait, et c'est sûr que je me voyais pas le faire plus que ça, quoi. Ce que vous avez actuellement sous les yeux, ce n'est pas un inventaire pareil, ordinaire. toutes les cartes C'est Steam, je les vends. certain HFB. Alors la légende voudrait qu'il soit un membre de la famille royale saoudienne, mais à vrai dire, on n'en est pas sûr. Ça a jamais été confirmé. Tout ce qu'on sait réellement, c'est qu'il est probablement très riche. Et si on le sait, c'est parce que son inventaire est juste exceptionnel. Il était exceptionnel. Parce qu'en 2019, son compte passe en privé pour une raison inconnue, donc à vrai dire, il pourrait être complètement vide aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce genre d'inventaire qui, à force et Valve, va renforcer la sécurité de ses comptes utilisateurs. Si oui, parce que personnes... en volant le compte utilisateur de certaines personnes, tu viens à voler aussi leur fortune. Et ça, c'est autre chose. C'est que maintenant, sur Steam, tu peux tout avoir, alors c'est très bien. Mais si c'est aussi le business des personnes, bah techniquement tu voles le business. Tu peux voler des milliers d'euros. Tu peux voler des sommes assez dingues. Et il y a eu beaucoup de trafic sur Steam. Il y a une époque où les sécurités étaient moins renforcées. Il n'y avait pas de double authentification. Chose que je vous encourage à mettre en place. Quand t'avais pas de double authentification, bah...
hop, tu pouvais te faire voler ton compte en a rien de temps. Et après, tu pouvais faire de l'achat à vente de compte, mais tu pouvais aussi potentiellement te servir à l'intérieur et revendre tout le matériel. Parce que tu as aussi l'achat et la vente de ces armes, de ces skins d'armes, mais tu peux aussi faire des échanges avec d'autres comptes de ces skins d'armes. Donc tu pourrais aussi vider le compte des meilleures armes et tout regrouper sur un compte pour les vendre. S'en servent de véritables coffres-forts, il faut leur garantir une protection digne d'un coffre-fort. Et c'est ici qu'entre en jeu le Steam Guard. Le Steam Guard, techniquement, Voilà. c'est un outil La double quasi infaillible. C'est un système de double authentification via la réception d'un code par téléphone, et quand bien même cette barrière-là serait franchie, la deuxième se met automatiquement en place. Un verrouillage des échanges de 5 jours est appliqué après n'importe quelle modification sur le compte. On est très proche de ce qui se fait de plus solide pour protéger un compte utilisateur. Mais, et si c'était pas le cas? Et si il existait un moyen très simple de faire céder tous les verrous de ce coffre-fort? Ça, c'est exactement la question qu'est en train de se poser Léonide. C'est peut-être pas son vrai prénom d'ailleurs, mais en réalité peu importe. Ce qui compte, c'est plutôt ce qu'il a en tête. Et ce qu'il a en tête, c'est l'inventaire d'HFB. En fait, au début du mois de juin 2022, Léonide a capté deux choses. Déjà, il se pourrait bien que ce coffre-fort soit encore plus rempli que celui d'une banque, mais sans être gardé par des hommes armés. Mais en plus de ça, dans son pays, la Russie, un vol de cosmétiques dans un jeu vidéo, ce n'est pas beaucoup plus sanctionné qu'un mercredi après-midi pillage de Kamas sur Dofus. En fait, la Russie, c'est le pays avec le plus haut taux de cybercriminels par habitant. Concrètement, des lois numériques existent en Russie, hein, mais elles ne sont pratiquement jamais appliquées. C'est encore... C'est pour ça que c'est hyper dangereux, justement. La cybersécurité, la cybercriminalité, c'est des choses qui paraissent peut-être anodines ou un peu farfelues pour la plupart d'entre nous, mais malgré tout, c'est un passe-temps pour certaines personnes. Il y a ceux qui en font leur métier, qui gagnent de l'argent avec ça, qui sont comment dire, commandités par des grosses entités, des États peut-être, mais par moment, tu te retrouves juste avec des cybercriminels débutants, des cybercriminels qui sont là un peu pour le fun, et qui des fois ont juste envie d'argent, ou alors qui parfois ont envie de prouver qu'ils sont capables de faire des choses. Et dans les deux cas, ça peut soit des fois être un fail, mais par moment, tu peux te retrouver avec les leaks de GTA 6, tu peux te retrouver avec des centaines de milliers d'euros, voire des millions qui disparaissent. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et tout le monde peut en être capable. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que les cybercriminels, parfois on les prend pour des cracks, pour des génies, pour des gars qui réfléchissent au-delà de ce que nous réfléchissons. Mais la vérité, c'est que des fois, on réfléchit pas très loin et que on prend pas les choses dans leur ensemble. Et les failles sont des fois si grandes que qu'on les voit même pas. Pour autant, en les exploitant, on peut facilement devenir un criminel. moins le cas lorsque la victime réside en dehors du pays, et encore moins le cas lorsque la cible, c'est une entreprise américaine. Un hacker russe qui attaque une société américaine, ça ne s'appelle pas un criminel, ça s'appelle un outil. Autrement dit, même s'il venait à se faire attraper, la vérité c'est que les sanctions potentielles sont quasi inexistantes. C'est un plan dans lequel il ne peut pas perdre si le plan est bon. Parce que la sécurité apportée par le Steam Guard, elle est robuste, elle est difficile à contourner, il faudrait avoir un accès direct à l'ordinateur d'HFB et à son téléphone portable en même temps. Ça paraît pas envisageable. Et même si aujourd'hui on entend beaucoup parler d'attaque DDoS, on entend beaucoup parler de ces nouvelles fausses clés USB capables de siphonner des données et installer un malware en moins de 3 secondes, la vérité, c'est que dans 97% des cas de cybercriminalité, c'est un autre vecteur qui est utilisé, l'ingénierie sociale. Pourquoi ? Parce que c'est réel. Et c'est très dur aussi à contrer pour des personnes qui ne sont pas expérimentées. Et j'en ai fait les frais. On a tenté de me faire de l'ingénierie sociale. Bon, dans le cadre du boulot, c'était un exercice, je pense. Mais c'est franchement impressionnant. Et des fois, ça peut être impressionnant, et à raison. Et d'autres fois, c'est complètement insidieux. Et tu peux te faire avoir par des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, ou
Mais voilà, c'est compliqué à contourner ça. Le maillon C'est le d'autant plus plus faible de la intéressant, je chaîne de trouve. sécurité, ce n'est pas le code, ce n'est pas la C'est technologie, l'humain. ce n'est pas le coffre-fort. C'est celui qui l'a fabriqué. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut trouver une faille humaine. La première étape du plan de Léonide, c'est de collecter un maximum d'informations possibles sur la personne derrière le compte HFB. Et ça tombe plutôt bien, parce que sur internet, qu'on le veuille ou non, on laisse toujours des traces derrière soi. Il suffit de savoir où chercher. Et Léonide sait où chercher. La deuxième étape du plan, c'est l'offensive. Il va directement demander au propriétaire de lui donner les clés du locataire. Il va directement contacter le support client de Steam, se faisant passer pour un HFB paniqué qui a perdu les accès à son compte et qui les supplie de bien vouloir réinitialiser l'adresse email et le mot de passe du Classique, compte. ça. C'est l'étape cruciale du plan. C'est un énorme coup de poker. Mais c'est ici que tout se joue, c'est ici qu'il faut sortir ses meilleurs talents d'acteur. Il faut trouver la faille. Et ça, c'est ce qu'on m'a fait. Pour vous dire, on m'a fait un truc dans le style. La convaincre jusqu'à ce qu'elle cède. La clé du coffre, offerte sur un plateau d'argent par l'entreprise qui a elle-même fabriqué le coffre. Steam réinitialise l'email et le mot de passe du compte, aucun code, aucune notification n'est envoyé à HFB, Léonide est à l'intérieur. Avec un accès et un contrôle absolu sur ce qui se trouve dedans, et ce qui se trouve dedans, bah c'est potentiellement rien du tout. Le compte est privé depuis 2019, il pourrait très bien être totalement vide. Mais il ne l'est pas. Je me Vraiment demande, ça me paraît bizarre que ça soit aussi facile quand même pour le coup. J'aurais espéré que les gens de Steam, du service Steam, soient un peu plus regardants sur ça. Ou alors Léonide a été vraiment très très fort, mais c'est impressionnant. Ce que S'il a Léonide vraiment sous les yeux réussi. lorsqu'il ouvre l'inventaire d'HFB, c'est pas un coffre-fort, c'est un musée. Est-ce qu'il y a une Dragon Lore souvenir à l'intérieur? Non. Il y a 7 Dragon Lore souvenirs à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des couteaux rares, genre le Karambit CH Blue Gem? Non. Il y a un Karambit Starless, un modèle complètement glitché qui n'est même pas censé exister dans le jeu, qui existe uniquement parce que Valve a fait n'importe quoi lors d'un remboursement il y a des années. C'est juste le couteau le plus rare du jeu. J'ai envie d'aller voir sur Steam maintenant combien ça vaut. J'ai mon Steam d'ouvert. Ouais, il est là. J'ai envie d'aller voir ça rapidement. Hop là. Marché. Capture de fenêtre. On va faire propriété. Hop. Steam. Alors, donc là, on a Ours à bière avec les trucs que je vends en ligne. Parce que moi aussi, la plupart des choses que je gagne, je les vends direct. Voyons voir. Comment on fait déjà? On se met là, on met Dragon. Ah non, il faut aller sur Counter. Star-Lord. C'était quoi là le couteau dont tu parlais? Karambit Starless. FB à l'intérieur? Non. Il y a 7 Dragon Lore souvenirs à l'intérieur. Est-ce Ah, Dragon Lore. Dragon Lore souvenir. Dragon. Dragon Lore, Dragon Lore. Dragon Lore, est-ce que c'est Lore? Lord. Est-ce que c'est mal prononcé? Je vais peut-être pas réussir à les trouver finalement. Bon, je vais peut-être pas réussir à les trouver, mais c'est vrai qu'on tombe facilement sur des sommes phénoménales. Dommage. Dommage que je la trouve pas. On va continuer à regarder la vidéo. Ce sera mieux. Tac. Non.
qu'il y a des couteaux rares, genre le Karambit CH Blue Gem, non. Il y a un Karambit Starless, un modèle complètement glitché qui n'est même pas censé exister dans le jeu, qui existe uniquement parce que Valve a fait n'importe quoi lors d'un remboursement il y a des années. C'est juste le couteau le plus rare du jeu. En fait, ce que Léonide a sous les yeux, c'est pas uniquement l'inventaire d'un gars beaucoup trop riche, c'est l'inventaire le plus cher de l'histoire de Counter-Strike. Dragon On Lord. parle de Ah ouais. plusieurs millions de dollars. J'ai cru l'écrire Ils comme sont ça, là, mais ça n'a pas fonctionné. juste devant ses yeux et sous son contrôle. Mais à un tout petit détail près. Parce que vous le savez, un mot de passe modifié, ça provoque automatiquement la deuxième sécurité du Steam Guard, celle qu'il ne va pas pouvoir contourner, celle que personne ne peut contourner, le verrouillage automatique des échanges. Pendant 5 jours, aucune transaction n'est possible. Léonide n'a pas d'autre choix que d'attendre sagement à l'intérieur même du coffre-fort et prier pour qu'à chaque réveil, son propriétaire n'ait toujours rien remarqué. Juste Ah ouais. attendre 5 jours. Des millions là. Là on parle de millions hein. Il y avait des millions qui étaient cités, mais j'aimerais bien connaître la valeur de chaque arme. 120 heures se sont écoulées. Après, il y a une autre chose. Il y a une grosse autre chose. Il y a un souci dans ce genre de réflexion là, et c'est la même chose quand on est sur Le Bon Coin, quand on est sur Vinted, quand on est sur n'importe quel autre site. L'argent qui est affiché sur l'élément qui est en vente, c'est la valeur que le vendeur a. Bah parce que j'entretiens le suspense, et de l'autre côté il y a un autre truc à clarifier, c'est que des fois tu peux avoir un couteau qui est à 100, 1000 balles, 2000 balles, 100 000 balles, j'en sais rien. C'est la personne qui le met en vente avec cette valeur là. Mais si les personnes ne l'achètent pas, est-ce que tu peux vraiment dire que c'est son prix? Et il pourrait avoir des super affaires qui sont hyper chères, des super armes qui sont hyper chères, si personne les achète, au final il n'aura jamais gagné cet argent. C'est la valeur qu'on met sur les objets qui fait que ça coûte cher. Mais d'un autre côté, dans le business, quand on dit si t'as du stock, le stock c'est de la perte. Et si tu gardes ces choses-là pour toi, si tu gardes un stock, bah c'est de la perte techniquement. Donc s'il veut vraiment gagner de l'argent, il va falloir qu'il arrive à vendre ces choses-là. Et en sachant qu'il a volé le compte, si tout le monde est au courant qu'il a volé le compte, est-ce que tu peux vendre les choses aussi facilement? Ça va être compliqué, hein. Et HFB n'a visiblement rien remarqué. La dernière étape du plan va pouvoir être enclenchée. Le pillage. Mais transférer tous les Comment va-t-il cosmétiques faire sur son propre compte, c'est pas envisageable. Ça reviendrait à laisser sa carte de visite dans le coffre-fort, c'est pas possible. Les vendre directement sur la Steam Marketplace paraît pas non plus être une super bonne idée. On n'a pas besoin d'argent sur Steam, on a besoin d'argent sur le compte en banque et idéalement... Là ça m'intéresse de savoir comment ils vont faire. Intraçable. Bitcoin. Ce qui tombe plutôt bien. Ça fait des années que les acheteurs, les vendeurs et les collectionneurs de cosmétiques Counter-Strike passent beaucoup plus par des sites tiers que par la marketplace elle-même. C'est des sites pas toujours très fiables, mais qui permettent deux choses. Déjà des commissions sur les transactions beaucoup moins élevées que sur Steam, mais surtout de pouvoir convertir l'argent d'une transaction en argent réel, voire même encore mieux, en crypto-monnaie. C'est la stratégie parfaite. Voilà. Mais Léonide sait très bien qu'à la seconde où ces objets rarissimes vont toucher le marché, leur provenance sera très vite découverte. Alors il va falloir agir vite, et il va falloir frapper fort. Ce qu'il va falloir faire, ça s'appelle casser le marché. Ah, alors ça m'intéresse. Casser le marché, ça m'intéresse. Ça va être des... Ça va peut-être être vendre les choses à un prix atteignable pour la plupart des personnes, mais potentiellement donc éclater le prix de base que pourrait avoir une de ces armes-là. Ce qui fait que toutes les armes sont à 100 000 par exemple, et toi t'arrives, tu la mets à 1000 balles. C'est sûr que les gens vont se dire, attends, 100 000, 1000 balles, celle-là elle est moins chère, je fonce, je l'achète, je réfléchis pas, et dans la minute, tu peux vendre tes affaires. Et parce qu'il y a aussi, c'est comme une bourse en gros, tu peux aussi avoir des automates, des bots qui achètent eux-mêmes les armes qui correspondent à tes critères si le prix est inférieur à une certaine somme. Tu peux mettre des options d'achat. C'est vraiment comme de la bourse en fait, pour ceux qui connaîtraient la bourse. Et c'est insane.
J'allais juste mentionner l'authenticité. Bah, l'authenticité, en vrai, ça dépend sur quel point. Les armes, ce sont des... Ah, c'est ça qui est compliqué, c'est que ce sont des éléments numériques, au final. Et bah, les éléments numériques, tu peux les copier-coller. Tu peux... Tu peux... Enfin, je dis dans l'idéal, tu peux les copier-coller, au final. T'as pas un vrai... T'as pas d'authenticité. Sauf si, par contre, tu parles des... Comment on appelle ça, déjà? Ah putain, j'ai perdu le mot. Mais c'était sorti avec les cryptos et tout ça. Les NFT. Une NFT, techniquement, c'est un bien numérique, mais qui est traçable, et donc tu peux contrôler son authenticité. Tu peux te dire, par exemple, il y a une NFT, enfin, il y a les NFT Dragon Lore, là, les snipers qu'on a vus tout à l'heure, qui est un sniper qui est sorti il y a une telle année, qui était très rare et tout ça. Tu sais qu'il y en a 100 qui sont sortis, et elles sont réparties sur des millions de joueurs dans le monde. Et bah, ce NFT là, par exemple, bah, inscrit dans le NFT, dans l'objet en tant que tel, il y aurait un compteur de 1 à 100. Tu vois, par exemple, toi, t'as le sniper numéro 27. Voilà, un truc comme ça. Là, tu pourrais faire quelque chose. Et c'est pour ça que les NFT, bah, ça a été décrié par certains parce que t'avais ce côté surenchère qui pouvait être possible. Ça a du bien comme du mauvais. Mais bon, revenons un petit peu à notre cas. Comment va-t-il casser le marché pour essayer de récupérer l'argent qui se cache derrière tous ces armes? Le 21 juin, tôt dans la matinée, tous les skins sont mis en vente. Mais tous les skins sont mis en vente pour une fraction de leur valeur réelle. Un Hippo Blue Gem 40 bits CH estimé à plus de 300 000 € et liquidé pour à peine 900. C'est littéralement la journée des soldes sur le marché du cosmétique Counter-Strike. Alors forcément, les objets se vendent vite et forcément, les objets se vendent bien. En à peine quelques heures, tout le monde comprend ce qui est en train de se passer. Le plus grand cyberbraquage de l'histoire de Counter-Strike, sans doute de l'histoire du jeu vidéo, se déroule en direct, sous les yeux de tous, sans que personne ne puisse l'arrêter. Et ça pour chaque personne qui possède ne serait-ce que quelques cosmétiques de valeur dans son inventaire, c'est terrifiant. Parce que si ce compte a été piraté, c'est qu'une faille a été trouvée. Et si une faille a été trouvée, tous les inventaires sont en danger. Sauf qu'on parle de Valve là. On parle de l'entreprise qui a pour politique de ne jamais intervenir en cas de piratage. Ce que ça veut dire, c'est que Léonide continue de gagner de précieuses minutes, de précieuses heures et continue de brader l'entièreté de cet inventaire. Valve va faire ce que Valve n'a jamais fait. Ils ont visiblement pris conscience de l'ampleur du hack, mais surtout pris conscience que la faille vient tout droit de chez eux en fait. C'est eux qui ont donné les clés du coffre-fort aux hackers. Ils doivent agir la faille. Et vont agir. D'abord en bloquant le compte d'HFB, puis quelques heures plus tard en bloquant les comptes de tous les acheteurs de cosmétiques volés. Mais le mal est fait. Léonide a eu le temps d'écouler pour 350 000 $ de cosmétiques et ce qu'il laisse derrière lui, c'est un véritable carnage. Pourquoi ? Parce que dans cette histoire, c'est Valve les fautifs. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont aucun autre choix que de faire la seule chose qu'ils peuvent faire. Un rollback. Un retour en arrière de quelques heures pour renvoyer les cosmétiques volés directement sur le compte de leur propriétaire. Mais pardon, ils peuvent faire ça ? Ils peuvent annuler toutes les transactions qui se seraient passées en faisant un rollback ? Parce qu'en même temps, c'est leur plateforme. Et ces sites, les sites sur lesquels tu peux vendre, acheter des skins hors de la plateforme, techniquement, c'est des sites illégaux. Parce que c'est le business de Valve, donc normalement, ça devrait pas être légal de pouvoir faire ces transactions-là en bypassant les options de Steam. Et doit dédommager la personne qui s'est fait pirater ? Je sais pas. Ocus Pocus, a dit le Bluetooth. Là, dans l'histoire, la personne qui s'est fait dédommager... Enfin, la personne a perdu son compte quand même. Le fameux HFB, il a perdu son compte. C'est l'autre, c'est le Léonis qui a pris sa place. Mais si tu prends bien la place de la personne sur le compte, tu changes les mots de passe, tu changes les adresses, tu changes les numéros, tu changes tout. Et là, pour le coup, c'est pas... Alors, ou alors peut-être qu'il a pas tout changé pour le coup. Parce que normalement, quand tu prends un compte de quelqu'un, tu peux facilement nettoyer le compte, enlever les informations de la personne et remettre les tiennes. Mais le problème,
Est-ce que Valve serait capable de retrouver le vrai propriétaire du compte avant ça? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc ils vont pas non plus. Et je sais pas, je me les vois pas rembourser la personne. Parce qu'en plus, rembourser la personne sur des objets qui n'ont pas de valeur fixe et qui sont purement des objets de collection que les personnes. Que les. Comment dire, que les fans de CS peuvent donner un peu la valeur qu'ils souhaitent sur ces objets-là, c'est dur de pouvoir rembourser dessus. Et là, on parle quand même de 350 000 euros, dollars. Par contre, Ça m'étonnerait qu'ils en ce crachent qui ça. Hein. concerne l'argent dépensé par les acheteurs, là, ils n'ont aucun pouvoir. Autrement dit, chaque personne qui ce jour-là a cru faire une bonne affaire en achetant une Dragon Lore en promo se retrouve à la fois sans Dragon Lore, mais aussi sans argent. C'est Valve et HFB qui ont été visés par ce hack, mais c'est ni l'un ni l'autre qui en réalité vont être impactés, parce que comme souvent dans les affaires de fraude, ceux qui finissent par en payer les frais, c'est jamais ceux qui devraient. 242 000 $ ont été remboursés par les sites de revente qui ont décidé de tanker le coup pour préserver leur 242 000. réputation, mais quant aux 108 000 restants, eux, on s'en souviendra comme le cadeau d'adieu que Léonide a offert à la communauté Counter-Strike. L'enfoiré quand même. On sait presque toute cette histoire. C'est une affaire qui s'est déroulée sous les yeux de tout internet. On est capable de vous dire je savais pas, comment pour le coup. le hacker a pénétré sur le compte, quel skin il a vendu en passant par quel site et à quelle heure. On sait tous les quoi, tous les où et tous les comment, mais on ne sait aucun des qui. Et c'est ce qui fait de cette histoire le plus grand cyberbraquage du jeu vidéo, mais aussi un des plus mystérieux en réalité. Parce qu'on ne sait toujours pas qui est HFB, mais ça à la limite peu importe. Par contre, on ne sait pas qui est la personne chez Steam qui a rendu ça possible, mais surtout, on ne sait pas qui est celui qu'on a appelé Léonide. L'identité réelle de ce hacker, c'est un mystère absolu. Il a visiblement laissé aucune trace derrière lui, aucun indice, en tout cas suffisamment tangible pour affirmer quoi que ce soit. La seule chose qu'on croit savoir, c'est qu'il est russe, parce que certains sites de revente utilisés étaient russophones, mais là encore, ça nous aide pas beaucoup. C'est un grand pays, la Russie. La vérité, c'est des voilà, très gros fans de Counter aussi. Potentiellement amateur de Counter-Strike, probablement russe, riche d'au moins 350 000 $, qui aujourd'hui est en liberté totale et face à deux choix. D'un côté, il peut jouer la sécurité. Il peut se dire qu'il a assez croqué dans la pomme et investir prudemment cet argent qu'il n'aurait jamais dû avoir. De l'autre côté, il peut aussi estimer que si c'était si facile la première fois, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas une seconde fois. Il peut décider de tout risquer, de s'exposer au danger de révéler son identité pour tenter de s'emparer d'absolument tout et peut-être finir par n'avoir plus rien. Très fort. Très fort. Très fort. Mais c'est vrai que si c'est déjà arrivé une fois, ça peut assez facilement arriver une deuxième fois. Franchement, rôle modèle, moi je dis. De voler des personnes et des personnes comme ça. Ah là là. Parce qu'au final, ouais c'est ça, au final, ceux qui ont trinqué, c'est ceux qui essayent de collectionner des armes, qui ont perdu leur compte Steam, et par la même occasion, peut-être des centaines et des milliers d'euros. Dollars. Pardon. Mais ouais, c'est dingue. Bah, j'étais pas au courant de ce braquage récent là. 2020, 2023 je crois. Quelque chose comme ça. S'il raconte. Ouais, il a fait les minutes de... Il a fait les minutes de sa petite vidéo. En tout cas, ouais, vachement impressionnant. Vachement impressionnant. Et je suis content, comme le disait Matt Larson, tout ce que j'ai, je le vends. Ça me fait des sacrées économies, et en même temps, ça me permet de potentiellement me faire acheter d'autres choses, comme des jeux. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose que j'ai en tête quand j'achète des jeux de collection rétro. Ce que je fais assez rarement, hein, heureusement. Mais quand je les achète surtout pour pouvoir y jouer. De la même manière que quand je les vends pour qu'ils puissent être joués aussi.
Pas juste parce que c'est des jeux rares, en bon état ou autre, je réfléchis toujours à l'utilisation de ces éléments qu'on achète. La collection c'est bien, moi j'aime bien, mais ça peut vite être un gouffre et perdre de son sens, surtout si on n'utilise jamais ce qu'on achète. Et je dis ça en étant un grand acheteur de livres qui ne lit pas tout ce qu'il achète, quoi. Je pense savoir qui c'est, sa femme m'a quitté, a pris les enfants avec lui, ouais, n'hésitez pas à sub, n'hésitez pas à mettre un like, chaque like c'est un sourire. Putain, elle m'avait fumé cette vidéo, elle m'avait fumé.